Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un bilan lecture spécial manga. Et c'est un gros bilan lecture puisqu'il comporte mes lectures manga de fin juin, juillet, août et début septembre. Autrement dit, j'ai 13 titres à vous présenter, donc c'est pas un peu. Comme d'habitude, il y a tous les genres confondus, du shoujo, du shonen, du seinen, et on va tout de suite commencer. On commence avec un coup de cœur, You Summer Holiday de Kaori Ozaki aux éditions Delcourt Tonkam. C'est un one-shot, et j'en avais entendu parler sur Twitter, je crois que Delcourt avait fait une publicité, enfin, elle l'avait annoncé sur internet, et ça m'avait vaguement intriguée. Du coup, dès qu'il est sorti, je me le suis tout de suite procuré, et j'ai adoré. C'est l'histoire de Natsuru, 11 ans, qui est fan de football, qui est un grand joueur et qui espère devenir plus tard joueur professionnel, qui vit sa petite vie de collégien, tranquille, et qui malheureusement va voir son entraîneur changer en début d'été, puisque son ancien entraîneur, qui était un vieux monsieur, est atteint d'un cancer et doit se reposer, et donc le nouvel entraîneur qui arrive n'est pas le meilleur entraîneur du monde. Il n'arrête pas de faire des petites piques à Natsuru, il n'arrête pas de faire des commentaires, et bref, Natsuru ne l'aime pas du tout. Et quand il faut partir en camp d'été pour le foot, bah Natsuru fugue. Au début, il ne sait pas du tout où il va aller, jusqu'à ce qu'il retrouve Ryo, une camarade de classe qui est un peu solitaire et qui va l'héberger et le prendre sous son aile. Commence alors pour les deux enfants un été un peu particulier, un peu secret, où ils se retrouvent tous les trois, puisque Ryo a un petit frère, et où ils vivent une vie d'aventure, un peu à la Robinsonade, sans parents pour les guider ou les gronder. Alors évidemment, si au début tout paraît idyllique pour Natsuru, qui lui n'a jamais vécu sur sa mère, il va rapidement comprendre que les deux enfants avec qui il vit ont un lourd secret, et petit à petit il va comprendre et apprendre à les connaître. Je n'en dis pas plus parce que sinon j'aurais l'impression de trop vous en dire, et je trouve que le résumé est assez mal fait parce que c'est sous-entendu que Natsuru est évincé de sa classe parce qu'il aurait refusé les chocolats d'une fille. Mais en fait, Natsuru n'est pas du tout exclu de sa classe, c'est pas la rencontre de deux enfants qui sont mis à part par leurs camarades de classe, c'est plutôt la rencontre de deux enfants qui, pour le temps d'un été, se retrouvent seuls et ont décidé de vivre leur vie malgré tout. C'est très mélancolique, c'est très beau, c'est très touchant, c'est plein d'amour, c'est plein de tendresse, et en même temps c'est une histoire assez triste. Les dessins qui sont tout en délicatesse accentuent ce côté doux, amer, et on l'est porté tout au long de notre lecture par cette douceur, par ce côté estival et ce côté familial qui ressort de ce manga. Donc ça a été un gros coup de cœur pour moi, j'ai été étonnée par cette histoire, j'ai été étonnée par les personnages, et voilà, je ne peux que vous le conseiller puisque vraiment ça a été un gros coup de cœur et je pense que ça ne peut que vous plaire. Les mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki aux éditions Kiun. Jun Mochizuki, pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur de Pandora Hearts, et ça a été un bon début de série pour moi. Je ne l'ai pas terminé, mais il faut que je le fasse, et je sais que j'avais beaucoup aimé parce que voilà, l'univers fantastique, les personnages, le dessin, il y avait ce côté sombre et en même temps intriguant, il y avait tous ces mystères qui rôdaient autour des personnages principaux, tout me plaisait, et donc quand la nouvelle série est arrivée en France, je me suis jetée dessus. Mais je vous dirai pas le résumé, parce que il y a un gros résumé derrière, voilà, qui prend plusieurs lignes. Mais il se trouve que moi je l'ai pas lu, le résumé, parce que je voulais pas savoir de quoi ça parlait. Je me suis totalement jetée dedans sans savoir de quoi il s'agissait, sans savoir où se situait l'histoire, et j'ai été étonnée du début à la fin. Du coup, je ne pourrais vous dire que quelques petits éléments. Alors déjà, ça parle de vampires, ça je le savais. Il y a Les Mémoires de Vanitas, qui est un livre mystérieux que l'on doit retrouver pour on ne sait quelle raison, et ça se passe dans un univers steampunk. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié parce que l'univers steampunk dans le manga est assez discret. En tout cas, je me souviens pas l'avoir vu tant de fois que ça, à part dans Full Metal. Et voilà, j'ai retrouvé, notamment grâce à une planche magnifique de choses volantes. Vous trouverez de quoi il s'agit en feuilletant le manga. Voilà, c'est du steampunk comme j'aime, c'est du steampunk
évidemment à la sauce japonaise, mais ça n'en reste pas moins génial. Et encore une fois, il y a plein de mystères, encore une fois, il y a des personnages hauts en couleur qui nous font rire, qui peuvent nous faire pleurer. C'est très prenant dès le départ. Dès le début de l'histoire, on est emporté par l'ambiance, on est emporté par le rythme, et c'est juste simplement génial. Voilà, j'ai adoré ce premier tome. Il y a quelques petits éléments qui peuvent me faire penser que l'histoire est un peu attendue sur certains points, mais j'espère que l'auteur va me surprendre, j'espère que l'auteur va savoir contourner ces petits points, et évidemment le tome 2 est déjà sorti, je ne me le suis pas encore procuré, mais ça ne saurait tarder. Donc je ne peux que vous conseiller de feuilleter les mémoires de Manitas et de me donner votre avis, voilà, si jamais vous le lisez. Jumping, tome 1 et 2 de Asashi Tsutsui aux éditions Akata. Celui-là, je vous en ai déjà un peu parlé dans une précédente vidéo, si je me souviens bien. Et évidemment, ça parle de chevaux, et pour vous la faire courte, les chevaux, ça n'a jamais été un grand amour pour moi quand j'étais petite, ni les dauphins d'ailleurs. Mais voilà, j'ai eu envie de me lancer dans cette histoire, dans ce manga, parce que déjà j'avais entendu de très bons avis sur YouTube ou sur des blogs, et ensuite parce que l'histoire de l'héroïne, Ran, est une histoire qui me touche, parce que c'est l'histoire d'une fille qui n'est pas très bonne pour les études, a une écriture absolument abominable, et n'est pas très bonne en fait avec le monde extérieur. Elle n'est pas très à l'aise en dehors de sa maison, elle ne sait pas comment s'adresser aux gens, elle ne sait pas comment se comporter en société, elle est totalement terrifiée par tout ça. Et c'est l'histoire de cette fille qui est recroquevillée chez elle, et qui, grâce aux chevaux, va finalement peu à peu s'émanciper, va peu à peu prendre sur elle et devenir plus forte, plus mature. Donc voilà, ce genre d'histoire, moi ça me touche beaucoup, et ça m'émeut beaucoup aussi également. C'est un peu trop. Le genre d'histoire qui me met toujours du baume au cœur et qui me fait sourire. Donc j'ai voulu me lancer dans le jumping, et finalement, comme vous le savez avec le tome 2, ça m'a plu. Voilà, il y a de la romance, il y a de l'humour, il y a quelques mystères. Il y a quelques mystères sur certains personnages, il y a des secrets qui vont se révéler. Il y a une atmosphère qui est douce, une atmosphère qui est sereine. Voilà, c'est une atmosphère étudiante, puisque ce sont des étudiants qui s'occupent de chevaux dans une université. Et voilà, tout ce petit mélange m'a bien plu. C'est dans ce jeu un peu sportif sans trop l'être. Voilà, il y a de l'équitation, mais il n'y a pas que ça. On s'approche des chevaux, mais on s'approche aussi des êtres humains. Donc tout cela m'a plu, et je pense que ça pourrait vous plaire aussi, même si vous n'êtes pas un grand fan de chevaux. Donc si vous êtes un grand fan de chevaux, je pense que ça vous plaira, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est assez proche de la réalité. Mais en même temps, il y a le petit côté romance, il y a le petit côté sentimental qui est là, et qui nous met du baume au cœur tout au long de la lecture. On continue avec la romance, avec le tome 2 et le tome 3 de Cœur de Hérisson de Nao Inachi aux éditions Kazé. Alors je vous l'avais déjà présenté, le tome 1, je vous avais dit que j'avais absolument adoré, parce que c'était de la mignonitude en boîte, et c'est toujours pareil, hein, le tome 2 et le tome 3, ça change pas, c'est toujours aussi mignon, c'est toujours aussi adorable. On suit les aventures de ce petit couple, voilà, qui ne sait pas ce qu'est l'amour, mais va finalement le découvrir au fil des épisodes. C'est une histoire toute banale, toute basique, mais moi j'accroche parce que c'est trop mignon déjà, et parce que on sent qu'il n'y a que de la bonne humeur dans ce manga, il n'y a que du bonheur, que du bien-être, et voilà, c'est pas un manga qui vous tire les larmes, c'est pas un manga qui cherche à vous mettre mal, c'est un manga qui cherche pas grand chose en fait, juste à élaborer une histoire d'amour toute simple, sans prise de tête, et ça marche, en tout cas sur moi ça marche. Donc si vous êtes un peu dépressif, je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez envie de rire et d'être bien, juste bien, le temps d'une lecture, je ne peux que vous le conseiller aussi. Plus jeune que moi, de Chihiro Hiro aux éditions Akata. Les éditions Akata, on avait parlé un peu sur internet, Twitter, tout ça, et ça m'avait bien plu, parce que c'était l'histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune fille plus âgée que lui. Donc je m'étais dit super, il est au collège, elle est au lycée, une grande différence d'âge, trop bien, qu'est-ce qui va se passer? J'en ai pris pour mon grade, parce que il se trouve que la différence d'âge n'est que d'1 an, donc bon, malheureusement c'est comme ça, mais il y a quand même quelque chose. Voilà, ça marche. En tout cas, c'est une série courte. D'après ce que j'ai compris, il n'y aura que 3 tomes. Là, j'ai les 2 premiers.
et bah, ça marche bien sur moi. Voilà, j'en entendais pas moins, c'est un peu comme Cœur de Hérisson, un manga feel good. C'est un manga plein de bonne humeur, plein d'humour, plein de tendresse, et bah ça, oui, ça fonctionne parce que ça promet des choses et ça les tient. Ça ne met pas de mauvaise humeur, ça n'angoisse pas, ça ne donne pas le tournis avec des questions existentielles. Voilà, on a juste l'histoire d'amour entre ces deux personnages. Cette jeune fille qui a plein de petits frères et qui a l'habitude de materner, et ce jeune homme qui, lui, va tomber amoureux pour la première fois, va tomber sous le charme et va essayer de la faire tomber sous le charme, évidemment. Donc c'est un amour adolescent, donc au début ça tâtonne un peu, on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on fait, mais c'est un amour adolescent qui est joyeux et qui me rend joyeuse, donc je ne peux que vous le conseiller également. Le tome 7 de Takane et Anna aux éditions Kazé est écrit par Yuki Shiwatsu. Donc là je vais essayer de vous dire un peu plus de choses parce que les deux précédentes séries, je voulais vous laisser un peu dans le mystère, tout ça, alors que celui-là, bon c'est le tome 7, donc il faut bien, si je continue la série, c'est bien qu'il y ait quelque chose. On avait laissé Takane dans la pauvreté, voilà, puisque Takane est riche et finalement va finir pauvre, pour un temps, on ne sait encore combien de temps, et finalement Anna était là pour le soutenir, pour lui redonner espoir, et dans ce tome 7, on a justement le soutien d'Anna. Voilà, toujours avec ses sarcasmes, toujours avec son humour pince sans rire, et on a Takane qui va se relever de ses cendres, qui va surmonter cette pauvreté, enfin cette pauvreté on se comprend, et c'est toujours aussi drôle, il n'y a pas de rebondissement magnifique, il n'y a pas de retournement de situation, oh mon dieu, à la shonen ou à la seinen, mais ça marche toujours autant, l'humour est toujours présent, le rythme est lent, mais moi c'est un rythme qui me plaît, voilà, j'aime bien quand ça prend son temps, voilà, faut pas toujours être dans la vitesse, être dans le qui-vive, il faut savoir prendre son temps de temps en temps, il faut savoir profiter d'instant présent, et c'est ce que fait ce manga. Voilà, on suit les aventures de Takane et Anna doucement. Anna va se rendre compte de certains sentiments qu'elle a envers Takane, enfin, voilà, parce que ça prend son temps, hein. Mais voilà, les personnages continuent à avancer tranquillement, font leur petit bonhomme de chemin, tout en humour, tout en légèreté, et c'est pour ça que ça marche aussi bien, je pense. Et c'est pour ça que j'ai très envie d'avoir la suite, parce que c'est un manga qui nous rend heureux, tout simplement. C'est un shoujo qui se prend pas la tête, et on sait où ça va finir, mais en même temps on est heureux de voir cette évolution. Donc voilà, si vous connaissez Takane et Anna, continuez, n'hésitez pas. Et si vous n'avez toujours pas commencé la série, n'hésitez pas non plus, parce que c'est vraiment génial. On change totalement d'atmosphère avec le tome 2 de Fire Punch de Tatsuki Fujimoto aux éditions Kazé. Je remercie beaucoup les éditions Kazé de me l'avoir envoyé, parce que c'est vrai que le tome 1 m'avait beaucoup plu, j'avais kiffé le moment, j'avais vraiment kiffé l'instant. Et le tome 2 venait de sortir, mais bon, j'avais d'autres séries en cours, je savais pas trop si j'allais me le prendre, et comme je l'ai reçu, bah j'étais très heureuse. J'ai dévoré ce deuxième tome, franchement c'est encore mieux que le premier. Déjà parce que la fin du premier tome m'avait laissé perplexe. Je m'étais dit, est-ce que ça va s'arrêter maintenant, aussi vite, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va remettre le train sur les rails et permettre de continuer l'aventure. Et ce personnage que vous voyez sur la couverture, c'est ce qui me remet le train sur les rails. C'est une jeune femme totalement foldingue qui est aussi une élue, elle a également des pouvoirs comme Agni, et elle va suivre Agni, elle va le coller vraiment parce qu'elle est fan de cinéma et elle a décrété qu'Agni serait le héros principal de son film. Donc déjà elle va tenter de le récupérer, parce qu'Agni est dans des sales draps au moment où on le quitte, et ensuite elle va le coller, elle va le prendre sous son aile, et elle va essayer de le forger, de faire en sorte que Agni accepte de devenir acteur. Et c'est très drôle, mais en même temps c'est très grinçant, parce que cette femme, comme j'ai dit, elle est foldingue, elle a pas toute sa tête, elle est très égoïste, elle est très violente, elle est très vulgaire, en même temps elle est très lucide sur le monde qui l'entoure, elle paraît avoir des instants de sagesse, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce qu'elle est assez vieille, elle est plus vieille qu'elle n'y paraît.
Et, et voilà, j'ai adoré ce personnage. En même temps, ce personnage me mettait dans un état à la moitié euphorie et à la moitié oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe. et, et voilà, ce personnage retourne tout, nous retourne le cerveau en même temps, nous permet d'en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Puisque on apprend des choses au cours de petites conversations comme ça, mine de rien, des choses qui bouleversent tout, et c'est assez glaçant, assez grinçant, assez étonnant. Et c'est juste génial parce que voilà, on en apprend plus sur les personnages, on en apprend plus sur le monde, et, et en même temps ça chamboule tout quoi. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas commencé Fire Punch, vous pouvez continuer, ou vous pouvez commencer sans crainte. Voilà, le tome 1 est bien, le tome 2 est génial. Et si vous avez commencé et que, comme moi, vous hésitiez à acheter la suite parce qu'il y a d'autres choses à acheter, machin, vous pouvez vous jeter sur le tome 2 parce que franchement, c'est juste une tuerie. On retourne dans le shoujo avec le tome 4 de Love Beloved Live Bereft de Yosaki Saka aux éditions Kana. Là, j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que ça continue. C'est dans la continuité. C'est toujours aussi léger, c'est toujours aussi tendre. Les dessins sont toujours aussi magnifiques. Mais ce qui m'a plu particulièrement dans ce tome 4, c'est que on en apprend plus sur la vie familiale de certains personnages et on en apprend plus sur les sacrifices que certains personnages ont dû faire. Et ça m'a bien plu parce que ça permet de donner une certaine maturité au personnage sans pour autant le faire trop de manière cliché. Puisque les familles recomposées, on sait que c'est pas toujours simple. Et dans les shoujo, souvent, les familles recomposées, soit ça va très mal, soit ça va très bien, mais il n'y a pas de juste milieu. Et avec ce manga, j'ai l'impression qu'on a atteint ce juste milieu et qu'on a une vision assez réaliste de la famille recomposée et dans un même temps de la vie adolescente que peuvent avoir des enfants qui se retrouvent tout d'un coup dans une famille recomposée sans qu'ils l'aient demandé. Et ça m'a bien plu. On suit toujours les sentiments qui évoluent. On suit toujours les amitiés, les trahisons. Enfin, il n'y a pas de trahison non plus, mais les tourments, on va dire, des adolescents et des adolescentes en particulier. Ça se lit toujours aussi bien. C'est toujours autant agréable. J'ai toujours autant envie d'avoir la suite. Parce que voilà, ça s'arrête toujours à des moments impossibles. On a envie de savoir la suite. Donc voilà, je pense que Yosaki Saka maîtrise très bien son sujet. Et c'est un bonheur de la lire, tout simplement. On rechange encore l'atmosphère avec To You Eternity, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Yoshitoki Toma aux éditions Pika. Je vous avais parlé du tome 1 en vous disant, si je me souviens bien, que j'avais tout simplement adoré, que c'était une histoire très étrange, une histoire, une espèce de conte fantastique, avec cette boule d'énergie, on peut dire, qui prend la forme de ce qu'elle touche, et apprend petit à petit, apprend la parole, apprend à vivre en tant qu'être humain, et on suit les aventures de cette petite boule qui devient humain, et qui rencontre des personnages hauts en couleur, qui rencontre des ennemis, qui rencontre des amis, et qui va se forger petit à petit une connaissance, qui va se forger une famille. Donc il y a des rebondissements, il y a de la tension, il y a des larmes. Je vous en dis pas plus parce que chaque tome est un mystère et chaque tome se révèle être une histoire à part en fait. Et voilà, dans le tome 2, on suit les aventures de Im. Il s'appelle Im, cette petite boule, qui va apprendre à parler, va apprendre à se déplacer, à réfléchir petit à petit comme un humain. Et dans le tome 3, Im va se trouver une famille et va apprendre ce qu'est la vie quotidienne d'une famille. Et c'est juste génial. C'est très bien pensé, c'est très bien construit. C'est doux, c'est en même temps mystérieux, puisque on ne sait pas pourquoi cette boule est arrivée sur Terre, et on ne sait pas qui sont les ennemis de cette boule, puisqu'il y a des ennemis qui vont apparaître. On ne sait pas pourquoi cette boule a des ennemis, on ne sait pas pourquoi cette boule a des conseillers qui arrivent de nulle part. Et il y a encore tant de mystères qui entourent Im, il y a encore tant de mystères qui entourent le monde dans lequel Im vit, est arrivé, que c'est prenant en fait. C'est prenant, c'est grisant, c'est bien, tout simplement.
Les couvertures sont magnifiques, je vous les montre. Les dessins sont toujours aussi bien. Et on sent que l'auteur qui avait commencé avec un shoujo sur... si vous vous souvenez, c'est l'auteur de Silent Voice. Elle avait commencé avec un shoujo sur la surdité, bon, un shoujo dans la scolarité. On sent qu'elle maîtrise ce côté fantastique, on sent qu'elle maîtrise son monde, et c'est jouissif parce que ça permet de voir toute l'étendue de son art, et en même temps toute l'étendue de son imaginaire, et c'est bien, franchement c'est bien. Donc je n'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que j'ai hâte de voir la suite, parce que ça promet des réflexions philosophiques, ça promet en même temps des révélations sur le monde, et peut-être sur ce qu'est Im, puisque c'est une petite boule à la base. Et voilà, j'ai adoré, voilà, j'ai juste adoré me plonger dans cette aventure, et j'espère que vous adorez autant que moi de vous plonger dans cette aventure-là, parce que c'est une aventure particulière et qui promet de belles choses. On reste dans le fantastique avec The Seven Garden de Mitsu Izumi aux éditions Delcourt Tonkam. Ça, je l'avais repéré sur internet, j'avais repéré les dessins, parce que les dessins m'avaient bien plu, je m'étais dit tiens ça a l'air pas mal, c'était en japonais à l'époque, et je m'étais dit que si un jour ça arrivait en France, je me le lirais bien. Et c'est arrivé en France, chez Delcourt Tonkam, et donc je me suis dit je le lirais bien. Donc je me suis pris les 2 premiers tomes qui sont sortis en même temps, et je l'ai lu, et je sais pas trop quoi en penser, parce que d'un côté c'est bien, mais en même temps c'est assez attendu. Je m'explique. Alors pour des raisons de prononciation, je ne parlerai pas des noms des personnages, qui ont tous des noms atroces à prononcer et à dire, donc excusez-moi. On suit les aventures d'un jeune homme qui est jardinier pour une petite noble d'un village, qui va un jour tomber sur une démone. Voilà, la démone est prisonnière d'un jardin secret, caché, depuis 1000 ans, et il va la réveiller, et elle va lui proposer un pacte. Elle va lui dire, écoute, tu as de la vengeance, de la colère en toi, je le sens, tu as un secret lourd à porter, et moi qui ne suis que colère et haine, je vais t'aider à surmonter cette vengeance et à te venger de tous ceux qui t'ont fait du mal. Donc le jardinier est à la fois intrigué, est à la fois tenté, puisque effectivement il n'est que colère au fond de lui, mais en même temps il a sa petite vie paisible de jardinier, il est très heureux tel qu'il est, et il espère pouvoir vivre sa vie paisible tranquillement en fait. Et finalement, ils vivent dans un monde qui est gouverné par une religion, et voilà que le village est accusé de trahison ou que sais-je, et va devoir faire une purge en fait. Il y a des soldats gouvernementaux qui vont arriver et qui vont assassiner tout le monde, et à ce moment-là, que va faire le jardinier? Est-ce qu'il va suivre son instinct et donc faire un pacte avec la démone, ou est-ce qu'il va au contraire se battre courageusement, quitte à en mourir? Je vous en dis pas plus, hein, vous le découvrirez en lisant le premier tome, mais l'histoire en fait, ce qui me perturbe dans cette histoire, c'est qu'elle est assez basique. On se doute de ce qui va se passer, on se doute des retournements de situation, on n'est pas très étonné par ce qui arrive, et ce classicisme peut plaire, parce que c'est un shonen, un bon shonen, mais en même temps, quand tu en as lu déjà des centaines comme ça, tu te dis, bon, c'est un peu redondant. Du coup, j'ai aimé ces 2 premiers tomes, je les ai trouvés sympathiques. Voilà, ils me sont sympathiques. J'ai aimé découvrir les personnages, j'ai aimé découvrir l'humour, j'ai aimé découvrir le background de la démone. Mais en même temps, je sais pas trop où ça va aller, ou alors je sais pertinemment où ça va aller, et c'est ça qui me perturbe. Du coup, j'attends de voir la suite. Je dis pas que je vais sauter dessus tout de suite, mais j'attends de voir le tome 2, le tome 3, le tome 4. Voilà, je verrai ce qu'il en est. Voilà, de temps en temps, je jetterai un petit coup d'œil pour voir ce qu'il en est. Et peut-être que mon avis changera, on ne sait pas. En tout cas, pour ceux qui, comme moi, en ont lu déjà beaucoup de shonen de ce genre-là, je sais pas si je vous le conseille. En tout cas, je vous conseille de le feuilleter, voilà, pour voir ce que vous en dites. Les dessins sont bien, hein, juste pour dire. Et ceux qui, au contraire, ne sont pas des adeptes de ce genre-là, fantastique, avec un démon, un pacte démoniaque et tout ça, je ne peux que vous conseiller parce que c'est un bon shonen. Voilà, il y a des rebondissements, il y a des combats, il y a des armes, il y a des filles nues. Oui. Et voilà.
voilà, c'est un bon shonen qui respecte, les lignes, qui respecte les cases, qui les coche bien. Et donc voilà, je ne peux que vous conseiller de jeter un coup d'œil, on sait jamais. Dernier shoujo de ce bilan lecture, il s'agit d'Au-delà de l'apparence, le tome 1 et le tome 2, qui sont sortis simultanément, de Fumi Akuta aux éditions Kana. Alors celui-là, je ne vous le dis pas, mais alors qu'est-ce qui me tentait? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il me tentait comme ça, mais j'avais très envie de le lire, et pourtant, comme d'habitude, c'est pas pourtant, hein, je me disais non, plus tard, non, on sait jamais, non, c'est un shoujo, non, non, ne tombe pas dans le piège. Et finalement, je suis tombée dans le piège volontairement, je me suis dit, allez, ça fait un mois que t'as envie de le lire, tu le prends et basta. Et je l'ai pris, j'ai pris les 2 premiers tomes, et j'ai été agréablement surprise. C'est l'histoire de Chitose, qui est une adolescente et qui n'a qu'une crainte, c'est qu'on la rejette. Elle a peur d'être rejetée par ses pairs, elle a peur de ne pas plaire aux autres, et donc elle s'est dit, puisque c'est comme ça, je vais me forger une image de fille sympa, de fille bien, et tout le monde va m'aimer. Comme ça, je ne serai jamais toute seule, je ne serai jamais abandonnée. Et ça marche tellement que c'est devenu une double personnalité en fait. Voilà, au lycée ou dans la famille, elle est souriante, elle est aimable, elle est toujours là pour aider. Et ça l'apaise un peu parce que elle a l'impression de jouer un double jeu, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, et elle aimerait bien que de temps en temps elle puisse être elle-même, mais en même temps si elle est elle-même, elle a peur d'être rejetée, elle est quasiment sûre que personne ne va l'apprécier, donc elle ne sait pas trop quoi faire. Et voilà qu'un jour elle va rencontrer un jeune homme qui lui ne tombe pas du tout dans le panneau et lui dit même que quand elle joue la fille gentille, sympa, souriante, ça l'agace. Donc alors là c'est la rencontre, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je vous en dis pas plus évidemment, parce que sinon je vous dis tout et on n'arrête pas. Voilà, c'est une rencontre haute en couleurs, c'est une rencontre qui m'a beaucoup amusée, parce que le garçon n'a pas sa langue dans sa poche, il est plutôt sarcastique, il est plutôt direct, lui, dans ses paroles, et voilà, la rencontre des 2 personnages est assez amusante. C'est une romance évidemment, donc on se doute de ce qui va se passer, mais les 2 premiers tomes ne sont pas si romantiques que ça en fait, ils apprennent à se connaître tout doucement, notamment grâce à l'art, puisque le jeune homme va dans une école d'art, veut devenir artiste, et elle est douée de ses mains, elle fabrique des petits objets, elle fabrique des coques de téléphone par exemple, et elle se dit tiens, déjà pour l'approcher c'est une bonne idée, et ensuite ça l'intéresse cette école d'art, donc ils vont apprendre à se connaître à travers des travaux, des exercices d'art plastique, et ayant fait une terminale L art appliqué, moi ça m'a rappelé des souvenirs et ça m'a fait du bien de retourner dans cette école d'art, voilà, puisqu'elle n'est pas prise à la légère, c'est pas juste un fond comme ça, ah tiens de temps en temps on va dessiner, non non, il y a vraiment des scènes où ça se passe dans cette école, il y a vraiment des exercices qu'on apprend à découvrir avec eux, et voilà, c'est un background qui est bien posé sur son socle, on va dire. Et c'est très intéressant parce que ça permet de voir l'évolution entre les 2 personnages et de voir comment ils s'adaptent l'un à l'autre et comment leur amitié, et puis peut-être plus tard leur amour, va se forger. Voilà, donc j'ai bien aimé ce côté-là. J'ai bien aimé aussi le fait que Chitose ne se pose pas trop de questions quand elle enlève son masque. Il n'y a pas de long monologue où elle se dit mais est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que je ne fais pas une erreur, est-ce que voilà. J'ai bien aimé ça. Et que dire d'autre, si ce n'est que c'est un bon début de shoujo. J'ai bien apprécié, ce sont deux premiers tomes vraiment très bons, et je pense que ça promet que de belles choses, donc j'ai hâte de voir la suite. On reste chez Kana avec The Grim Reaper de Hirono et dans la collection Darkana. Alors là je suis pas très d'accord, parce que c'est vendu comme de la dark fantasy, et je suis désolée, mais la dark fantasy c'est pas ça. Voilà. Il se trouve qu'on suit les aventures d'un jeune homme qui va voir sa mère disparaître, puis va voir son père disparaître d'une façon assez particulière. Il vit dans un monde qui est assez médiéval, on va le dire, avec des monstres qui apparaissent parce que il se trouve qu'un seigneur de la mort veut gouverner le monde et doit pour cela aspirer l'âme des humains.
Et pour cela, pour aspirer l'âme des humains, il va créer des espèces de zombies qui voilà, attaquent tout ce qui bouge et tuent tout ce qui bouge aussi. Et donc notre héros, lui, est devenu avec le temps un chevalier prêt à dégainer son épée pour protéger la veuve et l'orphelin. Mais voilà qu'un soir, il est attaqué et que va-t-il se passer? Je vous en dis pas plus. Mais voilà, c'est présenté comme de la dark fantasy. Et moi j'étais là, je voulais de la dark fantasy, je m'étais dit oui super, du sang, des tripes, de la noirceur. Et finalement, noirceur, bon c'est gentillet quoi. C'est vrai qu'il y a un seigneur de la mort, c'est vrai qu'il y a des zombies, c'est vrai qu'il y a du danger, mais de là à dire que c'est de la dark fantasy, je suis pas très... Ouais, allez. Comment expliquer? Il se trouve que la dark fantasy c'est vraiment un personnage sombre, c'est vraiment une quête de soi qui n'est pas facile, c'est vraiment un monde, un univers qui est vraiment dépressif, et là bon on a du fantastique en fait, plus qu'autre chose. Mais ça reste du bon fantastique. Voilà. Certes, ce n'est pas de la dark fantasy, donc de ce côté-là, je suis un peu déçue, mais ça reste un bon manga. Il ne faut pas le dénigrer. Non, 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 ça reste une bonne idée. C'est un bon premier tome, c'est un shonen sympathique. Voilà, tous les shonen me paraissent sympathiques, moi. On a un univers classique, on a un scénario classique, il faut le dire, mais ça marche bien parce que le personnage principal est attachant, on s'attache très vite à lui, on a envie de le voir réussir, et l'autre personnage principal qui arrive un peu plus tard est mystérieux. Donc on a ce duo voilà, d'attachant et de mystère, et on a envie de voir ce qui leur arrive, on a envie de les voir réussir, on a envie de voir comment tout cela va évoluer. Et même si on se doute un peu de la fin, parce que ça reste du shonen classique, comme Seven Garden, ça reste quand même quelque chose de bien, ça reste prometteur, et ça donne envie de lire la suite en fait. Du coup c'est une série courte, il n'y a que 6 tomes, donc je pense que je vais attendre que les 6 tomes sortent, et je pense que je m'achèterai tout d'un coup, et je lirai tout d'un coup, parce que je n'aime pas attendre. On reste dans le shonen, mais cette fois-ci plus sportif avec Beyblade Burst de Hiro Morita aux éditions Kazé. Alors je remercie les éditions Kazé de me l'avoir envoyé. Voilà, je ne connaissais pas Beyblade Burst. C'est très difficile à prononcer, c'est pour ça. Et j'ai été étonnée de voir que voilà, Beyblade continuait, parce que de mon temps jadis, quand j'étais jeune, il y avait déjà Beyblade qui passait à la télé, et ça m'a amusé de voir que ça continuait toujours. C'est l'histoire de Walt, un petit garçon de 10 ans, qui est passionné de Beyblade, donc de toupie, et qui veut devenir un grand champion et tout ça, sauf que, bon, le malheureux, il n'est pas très doué, donc il part un peu de loin, et finalement il va s'inscrire, bon gré mal gré, contre des ennemis plus forts que lui, il va s'inscrire à un concours pour un tournoi en fait, et il va voilà, devoir se battre contre des amis, contre des ennemis pour atteindre le niveau de champion. Donc est-ce qu'il va réussir? Ça je vous en dis pas plus, mais c'est assez rafraîchissant, c'est léger, c'est pas prise de tête, il y a de l'humour simple, les personnages sont un peu caricaturaux, mais bon, dans ce genre de manga, faut pas s'attendre à de la grande nouveauté. Alors, étant malgré moi une vieille femme, j'ai pas été particulièrement touchée par cette histoire, puisque c'est vraiment destiné à un public jeune, mais je pense que si j'avais été une petite fille de 10 ans et que c'était passé à la télé, ou que je l'avais lu à cette époque-là, je pense que j'aurais surkiffé, parce que c'est très prenant, on s'attache très vite à Walt, il est plein d'humour, il est plein de volonté, il est plein de puissance. Et voilà, l'univers des Beyblade, des toupies est très bien exploité. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a pas de long monologue où on explique comment ça se passe. Non, en fait, c'est tout de suite dans les tournois, on voit ce qui se passe et on est au cœur de l'action. Et c'est sympathique. Voilà, encore une fois, c'est un shonen sympathique. Mais ça promet des choses et ça les tient. Donc pour moi, ça marche. Donc je ne peux que vous conseiller si vous êtes jeune, parce que je pense que si vous êtes adulte, à part si vous êtes fan de Beyblade, ça vous parlera pas trop comme à moi, mais si vous êtes jeune, ou si vous connaissez des jeunes lecteurs de manga, je pense que ça peut marcher. Voilà.
Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, si ce n'est que c'était un tome rigolo à lire. Je pense pas que je continuerai la série par contre, parce que les Beyblade, bon, moi je suis plus Yu-Gi-Oh, hein, excusez-moi. Et sinon, oui, c'était rigolo à lire et voilà, c'était un bon moment à passer. Voilà, contre toute attente, ce bilan lecture est terminé. J'en avais des choses à vous montrer. Donc j'espère que les suites de séries que je vous ai présentées vous intéressent. J'espère que ce que je vous ai présenté, des nouveautés, vous intéresse aussi. Voilà, donc si jamais vous connaissez des mangas que je vous ai présentés ou que vous allez vous lancer dedans, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis toujours curieuse d'avoir vos avis. En attendant, j'espère que vous faites de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!